Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, quel est le top 5 d'entreprises intéressantes à avoir en PEA en date d'aujourd'hui? PEA, PME, je précise bien. OK? Donc, je dis toujours une chose, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt et du questionnement. Après cette liste-ci, vous ne prenez pas les entreprises indiquées ici et vous allez investir directement. Non. Lisez vos rapports financiers, très important. OK? Donc, c'est juste, comme je l'ai mentionné précédemment, pour susciter de l'intérêt et du questionnement. OK? Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et n'oubliez pas que je n'ai pas de PEA ni de PEA PME. Je ne vis pas en France du tout. Donc, ça ne m'intéresse pas le PEA PME en général, personnellement. Donc, faites également attention à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas un intéressement particulier à cette enveloppe fiscale-là. Mais attention, je mentionne toujours une chose. Si un gouvernement vous propose une enveloppe fiscale, d'accord, il faut toujours vous précipiter dessus. OK? Donc, quand on parle du PEA ou du PEA-PME, j'ai vu ici que dans le PEA-PME, c'est à peu près 75 000 euros. Et dans le PEA, c'est à peu près 150 000 euros maximum. Donc, les deux réunis ici, je pense qu'on a à peu près 225 000 euros. Je le dis comme ça de tête, je ne connais pas la précision de toutes les façons. Donc, vous avez 225 000 euros d'apport ici que vous pouvez, entre parenthèses, enfin, potentiel investissement ici qui pourrait vous permettre d'économiser en termes d'impôts. OK? Donc, voilà, 225 000 euros, c'est déjà c'est une très belle somme. Donc, si vous ne pouvez que faire du PEA ou bien du PEA-PME, tant mieux pour vous. OK? Ce n'est pas également un problème. OK? La plupart des entreprises qui seront citées ici, j'ai bien vérifié sur le site Boursorama si elles faisaient bien partie du PEA-PME. Donc maintenant, si Boursorama s'est trompé, ce n'est pas de ma faute non plus. Tout ce que je sais, c'est que l'entreprise doit avoir à peu près 1,5 milliard maximum en termes de revenus, moins de 5 000 employés. Donc, si elle a plus d'1,5 milliard de revenus, même si elle a 2 employés, pas éligible. Si elle a 5 000 employés avec juste 1 million de revenus, elle n'est pas également éligible. Je pense également qu'il y a un autre paramètre ici que je n'ai pas pris en considération. Donc, dans tous les cas de figure, tôt ou tard, à un moment donné, les entreprises que vous avez en PEA, PME ne pourront plus être éligibles. OK? Donc, je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là. Est-ce qu'on les transfère en PEA ou je ne sais pas quoi? D'accord? Il faudra aller vérifier cela également. Ou bien vous pouvez les garder en PEA, PME, mais vous ne pouvez pas juste rajouter quoi que ce soit dessus. Donc, c'est toujours intéressant à aller regarder. Donc, la plupart des entreprises ici ont déjà été analysées sur cette chaîne-ci. La majorité, peut-être qu'une ou deux entreprises ne vont pas transparaître sur cette liste-ci. On ne va pas les retrouver sur la chaîne en vidéo individuelle. Et je rappelle ici que je suis resté assez quantitatif. D'accord? Donc, ça veut dire que la plupart de ces entreprises, je n'ai jamais lu les rapports financiers. D'accord? Pas parce que, voilà, je vous encourage toujours à lire les rapports financiers, mais comme je vous l'ai dit ici, c'est mon temps. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je vais aller lire les rapports financiers sur une compagnie PEA, PME, alors que techniquement, qui est éligible au PEA, PME, alors que techniquement, je n'ai aucun intérêt fiscal dessus. D'accord? Je vous rappelle toujours que je ne suis pas français, je ne vis pas en France, ok? Et je n'investis pas généralement sur les compagnies européennes. Pas parce que ce ne sont pas de belles entités, mais c'est parce que moi, j'ai un intéressement fiscal par rapport aux entités canadiennes et aux entités américaines. Donc, vous voyez qu'on se retrouve dans la même situation, mais dans deux zones géographiques différentes. Mais c'est toujours le même langage. D'accord? Les états financiers permettent de poser les bonnes questions, lire les rapports financiers. Ça permet ici de répondre à ces questions-là. D'accord? Donc, quand on présente les états financiers ici, c'est juste pour nous permettre ici, quand on va lire les rapports financiers, de pouvoir répondre aux questions qu'on s'est posées. OK? Pourquoi est-ce que le revenu est croissant? Pourquoi est-ce que les marges sont stables? Pourquoi est-ce que les analyses sont optimistes? Pourquoi est-ce que le revenu a diminué? Pourquoi est-ce qu'on a fait des acquisitions? Bref, vous connaissez la chanson. D'accord? Donc, assez de bavardage, on va directement sur la première entreprise sur la liste, c'est Precia Mollen. J'adore Precia Mollen. OK? Donc, on va checker l'entreprise ici en date d'aujourd'hui rapidement. Donc, on prend Precia. OK? Qu'est-ce que ça donne ici du point de vue quantitatif? Je pense qu'on a déjà fait une vidéo individuelle sur Precia Mollen ici. Donc, vous allez regarder le revenu croissant du revenu, les net income ici. Et d'habitude, je mentionne toujours une chose. Si vous êtes intéressé sur Precia Mollen, partie de Philippe, vous allez voir qu'il a dû faire une vidéo sur Precia Mollen un peu plus profonde que celle-ci. OK? Dans le sens où c'est plus qualitatif. D'accord? Donc, on ne parle pas que des chiffres, mais vous avez un historique général de la compagnie. Vous allez remarquer que moi, je ne parle jamais de qu'est-ce que l'entreprise fait, etc. Je vous présente les chiffres. Si ça vous intéresse, vous allez aller regarder cela pour vous. D'accord? Faites attention, je fais exprès de ne pas le faire. Mais voilà, tout ce qui parle, Precia Mollen ici pour voir à peu près ce qu'on fait rapidement ici. Je pense que ce sont des outils de pesage ou bien des balances ici industrielles. Si je ne me trompe pas, on dit ici qu'on soit fabrique et commercialise des instruments de pesage commercial industriel. Ça peut être facile comme ça à dire, mais dès le moment où on parle de Precia Mollen, il faudrait qu'on mentionne également la compagnie Mettler
Toledo, ok, pour tous ceux qui sont investis sur les... si Precia Molen vous intéresse et que vous avez un CTO, vous pouvez quand même aller regarder Mettler Toledo, mais ça ne veut pas dire que Mettler Toledo est sous-évalué. Faites très attention, mais c'est une très belle entreprise à avoir en watchlist. Donc, également comme Precia. Donc, vous pouvez voir ici que sur Precia Molen, croissance du revenu. Moi, j'aime bien la croissance du revenu, c'est très très bien. Petite entreprise ici, 158 millions, les bénéfices nets sont stables et croissants dans le temps. Est-ce que les marges brutes sont au moins stables? On constate ici qu'on a une stabilité des marges brutes. On a des marges brutes de près de 78%. Regardez également ici les EBITDA, donc en termes de marge, est-ce qu'on a une stabilité? Oui, on a une stabilité également en termes de marge. Donc, c'est un petit business qui arrive à être bien géré. D'accord? C'est bien de regarder les net income, mais il faut également regarder si l'entreprise arrive à générer des free cash flow. Parce que je rappelle toujours que c'est avec les free cash flow qu'on rachète les actions, qu'on repaye la dette, qu'on paie un dividende. Vous allez voir que les free cash flow fluctuent ici, mais il y a souvent une variation ici par rapport aux besoins en fonds de roulement, etc. Donc, parfois, ce que je prends ici, c'est déjà vérifier s'il y a une différence entre les deux. Pourquoi est-ce que c'est très récurrent? Est-ce que c'est parce qu'on fait des investissements massifs? Si tel est le cas, lesquels on a fait par le passé, qu'est-ce que ça a produit en date d'aujourd'hui? Faites attention. OK? Donc, en termes de prévision ici, vous allez constater une chose, les petites entreprises sont généralement très peu suivies. C'est ce qui crée généralement des opportunités, mais également, les volumes ne sont pas parfois élevés. Faites également attention à ce niveau-là. Donc, quand on va prendre les prévisions des analystes ici, toujours prendre cela avec un grain, avec des pincettes. Ok, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas souvent les entités, les petites entreprises, parce que j'aime avoir le maximum de data possible. Mais je sais également que le fait qu'on n'ait pas des data en termes de prévision ici, donc le fait que les entités ne soient pas suivies ici, ça peut présenter, elle présente généralement plus d'opportunités. Mais c'est un peu, pour moi, je considère que c'est plus, ça demande, voilà, un approfondissement un peu plus, un tout petit peu plus d'approfondissement, d'accord, pour les petites entreprises, mais également le management est plus accessible, vous pouvez mieux comprendre le business ici, parce que généralement, elles font une seule chose, elles sont moins complexes. Bref, mais moi, je préfère les grosses entreprises, ou bien les moyennes, je vais le dire comme ça, ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a pas, il y a toujours des opportunités sur les grandes entreprises, les moyennes, etc. Il y a peut-être moins d'opportunités, mais il y en a, d'accord? Vous n'êtes pas là pour acheter des entreprises chaque année. Le maximum ici, mon portefeuille, c'est moins, je cherche avec moins de 20, avec en dessous de 20 entreprises ici, ok? Donc, vous voyez qu'on a déjà, si on reste juste sur le S&P 500, par exemple, vous voyez que j'ai assez de choses à faire. Même si on reste sur le stock Eurostock 600, c'est bien comme ça que ça s'appelle, on a énormément d'entreprises, d'accord? Donc, pas besoin d'avoir une entreprise chaque mois. Donc, par rapport aux prévisions ici, Precia Molen est, à mon avis, je pense qu'on est correctement évalué ici aujourd'hui. Si on prend en considération la croissance future, l'analyste ici, parce qu'il est seul, ça attend à peu près à 2,13 € par action les années à partir de 2024. 2024, c'est l'année prochaine. Donc, on s'est négocié à peu près aux alentours, quand on fait 2,13 € ici, on est aux alentours ici par rapport au prix actuel, hein, on est aux alentours des 14 fois les bénéfices. 14 fois les bénéfices, c'est 6,6% de rendement. Pour une entreprise qui est en croissance, c'est assez intéressant. C'est la raison pour laquelle je l'ai mise ici, d'accord? Si vous la comparez par exemple à Mettler Toledo, et je rappelle ici que c'est une compagnie, Mettler, c'est bien ça, MTD, je pense que c'est ça le ticker symbole, voilà. MTD, si vous la comparez à Mettler Toledo ici parle en termes de revenus, Mettler c'est 3 milliards. OK. En termes de bénéfices nets ici, Mettler ici, c'est près de 800 millions. Donc, vous voyez que la différence est énorme avec Mettler Toledo. Mais Precia Molen, en termes de qualité également, c'est pas très loin de Mettler Toledo. Même si, en termes de revenus, c'est moins élevé, que c'est 10 à 20 fois moins élevé que ça. Mais la qualité ici, c'est pas un problème par rapport à la qualité de cette compagnie-là. OK. Je vous laisse aller voir ça. Ça, c'est la première entreprise sur la liste. La seconde, Infotel. Infotel, on n'a jamais fait de vidéo individuelle. Il me semble que c'est la deuxième fois que je mentionne cette compagnie-ci. J'oublie toujours de faire des vidéos individuelles. Mais voilà, manque de temps. Donc ici, Infotel, on va aller directement. Je l'ai mentionné précédemment. Vous allez voir qu'on aura tendance à citer les mêmes entreprises. Parce que quand on fait cet exercice-là, chaque mois, très rarement, voilà, sur une année, on peut citer les mêmes entreprises tous les mois parce que les entreprises peuvent rester sous-évaluées pendant très, très longtemps. Des nouvelles entreprises peuvent arriver également, mais etc. Donc, faites attention. Parfois, on me dit, ouais, mais ce sont les mêmes entreprises. Mais ce n'est pas de ma faute si elles sont sous-évaluées tout le temps. D'accord? C'est juste un rappel. D'accord? Ça peut être une mesure de renforcement, voilà, ou bien d'ajout. Bref, ça dépend de tout un chacun, dépendamment de votre entendement de la compagnie. OK? Donc, Infotel, croissance des revenus. En termes de marge brute, c'est bien d'avoir la croissance des revenus, comme je l'ai toujours mentionné. Marge brute, est-ce qu'on a une stabilité? Stabilité, légère croissance, même sur les dernières années. Très, très bien. En termes de marge EBITDA, est-ce qu'on a une stabilité? Pourquoi est-ce que je prends la marge EBITDA ici? C'est parce que, voilà, ça prend en considération ici, voilà,
Ça me permet ici de pouvoir voir si l'entreprise est plus efficiente. Parce que dans le sens où si les revenus, si les marges brutes sont stables et que les marges EBITDA augmentent, je peux voir ici qu'on dépense peut-être moins d'argent ici en dépenses en capital ou bien est-ce qu'on déprécie plus. Ok, j'aurais pu prendre les bits ou etc. D'accord? Donc, c'est à vous que c'est selon votre entendement ou bien selon vos goûts. D'accord? Je prends l'EBITDA ici, mais généralement, je sais également que c'est une métrique qui a des avantages comme des inconvénients. Ok? Donc, on a l'EBITDA ici à 10 fois 10% ici. On a plutôt voilà, une légère décroissance, donc il faut faire attention. Donc, le fait qu'on augmente ici en termes de marge brute ne veut pas forcément dire qu'on gagne plus d'argent en termes d'EBITDA. Mais également, on compare ça avec les net income et free cash flow si on parle le même langage. Net income, on est à peu près des revenus croissants, des bénéfices nets croissants. En termes de free cash flow, est-ce qu'on a quelque chose qui va dans le même sens? Faites attention à la période à partir de 2018 parce qu'il y a souvent une modification ici par rapport au loyer, etc. Bref, on voit ici qu'à partir de 2018, on a des free cash flow de plus en plus élevés par rapport au net income. Attention, toujours aller vérifier pourquoi. Si ça inclut les loyers, juste l'ajuster en conséquence. De toute façon, il faut toujours reconstruire, retraiter ces résultats-là. D'accord? Donc, on s'attend ici à peu près à des bénéfices nets ici on a à peu près 20 millions sur les dernières années. En termes de prévision ici, le marché paie à peu près 17 fois les forward PE ici et on s'attend à des bénéfices nets de combien sur les années à venir. C'est une société qui est un peu plus suivie. On s'attend à peu près à des bénéfices nets aux alentours de 3,50 €, 3,74 € d'ici 2025. Soyons optimistes, disons-nous que ça pourrait arriver ici 3,74 € par action par rapport au prix actuel. Et encore, il faudrait regarder la taille du marché. Peut-être que c'est une entreprise en pleine croissance ici. La croissance est peut-être par acquisition ou de manière organique. Bref, allez vérifier cela. En tout cas, au prix actuel, c'est à peu près 7% de rendement. Ce n'est pas si mal que ça. OK? Ça c'est pour Infotel. La troisième entreprise sur la liste, c'est Groupe Guillain. OK? Groupe Guillain, c'est une belle entreprise bien gérée. Je pense que c'est eux qui font les emballages, les choses comme ça, si je ne me trompe pas. Groupe Guillain, voilà. Donc, c'est un business facile à comprendre. D'accord? Donc, quand on regarde à peu près le groupe Guillain ici, on a une croissance des revenus. En termes de marge brute, est-ce qu'on a une stabilité des marges brutes? Stabilité des marges brutes. Est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? On vérifie ça ici. Donc, on a des net income positifs. Est-ce qu'on a des free cash flow positifs? Voilà. Ça ne m'étonne pas qu'on ait des free cash flow en down. En fait, je ne dirais pas en down ici, mais moins élevés que les net income ici parce qu'il y a sans doute une dépense en capital assez élevée ici. Donc, peut-être qu'également, nous avons un business ici à capital intensif. Je vais regarder le CAPEX ici moyen. CAPEX par rapport aux revenus. CAPEX par rapport aux revenus, est-ce qu'on a une augmentation, une diminution, une stabilité? Par rapport à ce qu'on a en moyenne ici, on a plutôt une légère diminution, d'accord? Donc peut-être qu'on aura des free cash flow de plus en plus élevés dans le futur, ok? Donc on regarde ici en termes de prévision, nous avons quoi comme type de business? Déjà, la dette nette ici n'est pas très élevée, très important, toujours aller vérifier sur ce genre d'entité-là, comme d'habitude, comme avec toutes les compagnies d'ailleurs. Donc on check ici les net income, on constate que les net income sont aux alentours, on s'attend ici à peu près aux alentours de 3,71 €, 3,96 € en 2025. Maintenant, il faudrait vérifier est-ce que c'est un business assez prévisible. Donc moi, je vais extrapoler ici, donc il faudrait comprendre ici que mon raisonnement est un tout petit peu optimiste du point de vue quantitatif. Faites très attention, toujours aller vérifier le pourquoi derrière. Donc, on a à peu près 29 € ici l'action. À 29 € l'action ici, voilà, j'arrondis, hein, ça nous fait à peu près 13,5% de rendement. Mais également, il faut vérifier, est-ce que c'est un business qui change généralement à des PER très élevés? Il me semble qu'on était aux alentours de 15, 13 fois les bénéfices par là. Donc, c'est assez correct. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Est-ce qu'elle rachète des actions? Elle paie un dividende? Qu'est-ce qu'elle fait avec exactement? Donc, on peut voir ici, est-ce qu'elle fait... on paie un dividende. Donc, le dividende est safe, ce n'est pas un problème par rapport à ça. Elle rembourse la dette également ici. Elle ne rachète pas encore des actions, mais ce n'est pas plus grave que ça. En date d'aujourd'hui, nous avons une belle entité. D'accord? Au prix actuel, ça peut être assez intéressant à aller regarder en profondeur. Ça, c'est pour le groupe Guillain. La quatrième entreprise, c'est Exaom. Donc, pour Exaom, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cette compagnie-ci et je vous encourage à aller voir le commentaire. Il y a un commentaire sous la vidéo en question. Je ne connais pas cette compagnie en particulier, d'accord? Mais elle exerce ici dans tout ce qui concerne ici je pense c'est tout ce qui concerne l'immobilier ici, mais pour plus des maisons individuelles. Donc, je pense ici que c'est de la construction ici, mais dans le secteur ici, l'immobilier individuel, des maisons individuelles. Et quelqu'un avait mis un commentaire comme quoi, et vu qu'il travaille à peu près dans le secteur d'activité, il disait que les gouvernements ici le gouvernement français essaie à peu près de réduire à peu près le nombre de les maisons individuelles pour privilégier ici l'immobilier collectif, etc. Donc, plus les immeubles à logement, les tours à logement, notamment peut-être parce que c'est une question également de terrain, etc. Mais bref, allez-y regarder cette situation-là. Je n'en connais pas, je ne suis pas allé regarder ça. Donc, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Et Exaom nous semblait déjà assez intéressante au prix actuel. Donc, quand on va regarder ici du Exaom,
Voilà, donc on avait à peu près un rendement de près de 15,25% ici pour Exaom. Donc c'est le rendement par rapport au bénéfice net. Et attention, ça reste un business cyclique, donc c'est une entreprise qui ne va pas s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices par là quand tout va bien. D'accord? Donc on a du Exaom ici, on constate que les revenus sont croissants. N'oubliez pas, ça reste une entité cyclique. Et actuellement, les gens achètent des maisons par rapport à quoi? Par rapport au taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt baissent, elle aura tendance à souffrir. Mais est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Par rapport au niveau de dette nette ici, elle a à peu près 21 millions de cash net en date d'aujourd'hui. Donc, elle a la capacité de souffrir en période actuelle. Donc, je pense que si le cycle se retourne, elle va survivre. Il y a de grandes chances qu'elle survive. OK? Donc, on a ici une entreprise ici qui peut rapporter à peu près combien par an? Je normalise à peu près ces résultats-ci. Donc, elle peut rapporter à peu près une quinzaine de millions par an. On vous demande de payer à peu près 104 millions pour quelque chose qui pourrait rapporter 15 millions et encore 104 millions sans la dette. Donc, ça représente à peu près plus de 15% de rendement par là. Donc, c'est assez intéressant du Exaom. Et évidemment, pour la plupart de ces entreprises, les volumes également peuvent jouer, etc. Donc, moi, je ne suis pas là pour regarder les volumes. OK? Je sais que ces petites entités-là, c'est pour ça que je n'aime pas trop me casser la tête avec les petites entreprises. OK? Parce que je n'ai pas envie de vérifier. Je regarde ici, c'est une entreprise sous-évaluée, mais je ne peux pas acheter le nombre. Je peux pas, je suis limité par rapport au volume de transactions. Si j'ai, par exemple, ici, si j'ai 100 000 euros à investir, je ne pourrais peut-être pas acheter cette entreprise d'un coup. OK, donc faites attention. Mais si j'ai 1000 euros, je pense que ça peut être possible. Voilà, 1000 euros, ça ne va pas trop changer parce qu'ici, les volumes, je pense que le nombre d'actions traitées moyen, en moyenne. Donc, il faudrait aller vérifier ça ici. Ça ne dépasse pas 100 000 euros. Peut-être que c'est par rapport à la dernière période. Bref, dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, je pense que Exaom, ça pourrait être assez intéressant. En termes de prévision, si on a, bien sûr. Est-ce qu'on a des prévisions par rapport à ce business-ci? On a quand même assez d'analyses qui suivent le business. Donc, on s'attend à un ralentissement ici. D'accord? À peu près, on a eu à peu près des bénéfices nets négatifs, mais en réalité, je pense qu'ils sont plutôt positifs si on les ajuste en conséquence. Donc ici, quand on regarde ici les net income, on s'attend à 2,64 € cette année, 2,91 € en 2024. Donc, est-ce que j'ai besoin de mettre ça par rapport au prix actuel pour que vous puissiez voir qu'on a quelque chose d'assez intéressant en date d'aujourd'hui? Je vous laisse aller vérifier ça. Est-ce qu'elle paie un dividende ou bien elle a l'intention de le faire? Je ne pense pas qu'elle n'a pas l'habitude. Je pense soit elle a réduit son dividende, et ça peut arriver en période difficile, mais d'habitude, elle avait l'habitude de payer un dividende ici. Donc, est-ce que c'est une mauvaise décision? Je ne pense pas. En période difficile, vaut mieux à peu près économiser le maximum de cash possible ici, même si cette compagnie réellement n'en a pas besoin. Mais bon, on ne sait jamais pendant combien de temps le cycle va rester bas. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, Exaom, ça peut être intéressant à commencer à regarder en date d'aujourd'hui. OK? So, ça, c'est pour Exaom, quatrième entreprise sur la liste. Maintenant, Thermador, cinquième entreprise sur la liste. Thermador revient toujours. D'accord? Thermador, j'aime bien. OK? Donc, est-ce que ça vaut la peine d'en parler à nouveau? Je ne pense pas. On a déjà fait plusieurs vidéos par rapport à Thermador ici, si je ne me trompe pas. Thermador, la dernière date du 21 du mois de mars, c'était déjà assez intéressant. Donc, entre-temps, en date d'aujourd'hui, on est à combien? On est à peu près à 82 € par là. Donc, allez-y, regardez cette vidéo-là. Et je pense également qu'elle a publié ses résultats financiers. Peut-être que le marché n'a pas apprécié ça, mais dans tous les cas de figure du Thermador, ça pourrait toujours être assez intéressant ici parce que de toute façon, le raisonnement est à long terme. Il faut regarder la taille du marché, etc. Et si le business model vous parle. OK? Ça, c'est pour Thermador. On en a déjà parlé. Ensuite, on a Delta Plus, dernière entreprise sur la liste ici. Donc, Delta Plus, c'est la même chose avec du Thermador. Hein. On l'a déjà mentionné plusieurs fois. C'est une très belle entreprise, Delta Plus. Très facile à comprendre. La dernière fois qu'on a mentionné, c'était le 12 du mois d'avril. Est-ce que ça vaut la peine de revenir dessus? Je dirais que non. Donc, Delta Plus, si vous voulez, allez-y regarder cette vidéo aussi. Donc, la liste des entreprises ici, on a Precia Molène, Infotech, Groupe Guillain, Exaom, Thermador et Delta Plus. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes ou quoi que ce soit. Non, c'est celle que moi j'ai choisie en date d'aujourd'hui. OK? Donc, c'est une liste ici qui est non exhaustive. Elle n'est pas classée de la meilleure à la pire. Non, pas du tout. Toutes ces entreprises sont au même niveau. D'accord? Ici, par exemple, s'il fallait vraiment avoir une préférence, j'aurais pris Precia, Thermador et Delta Plus parce que j'aime bien ces business peut-être parce que je les comprends. OK? Je ne dis pas que Infotel ne mérite pas une place, Groupe Guillain ou bien Exaom, c'est parce que je les comprends. Je n'ai pas pris la peine de regarder plus que ça pour ces entreprises-là. D'accord? So, je vous laisse aller vérifier ça ici. Donc, n'oubliez pas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc,
en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a d'habitude de faire. Vous recevez également mes 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Ok, donc je lis, j'écoute les conférences calls et je vous donne mon avis par rapport à une compagnie ici. C'est généralement une page. Donc vous pouvez voir cette vidéo, par exemple, sur Pfizer ou bien sur Johnson & Johnson. J'oublie également d'autres entreprises sur lesquelles je les ai fait. Celles que j'ai partagées, bien sûr. Également, les notes de suivi. Il ne suffit juste pas de mentionner une entreprise, il faut également faire le suivi. Ok, donc on fait le suivi. Comme je l'ai dit, je ne promets aucun rendement. D'accord, vous prenez, vous lisez les rapports financiers. Si ça vous intéresse, vous y allez, mais en connaissance de cause. Ok, si vous avez des questions à poser, on est là pour y répondre parce qu'en période difficile, plus vous connaissez la compagnie, mieux c'est. Ok, ça évite beaucoup de panique parce que la plupart du temps, les gens posent les questions de savoir, oui, j'ai acheté à tel prix, maintenant j'ai fait 40%, est-ce que je devrais vendre ou acheter? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as mal fait dans ton analyse. Soit tu penses que tu n'as pas fait de valorisation, soit tu ne comprends pas bien l'entreprise. Ok, parce que techniquement, même si tu as une plus-value, qu'on se dise la vérité, tant que l'entreprise est correctement, tant que les bénéfices ne sont de plus en plus croissants dans le temps et que les perspectives d'avenir restent correctes, ça va. Pas besoin de se presser. Évidemment, on a souvent peur ici d'acter la plus-value, etc. Voilà. Je sais aujourd'hui que si j'achète une entreprise qui me donne un rendement de 10%, ok, et que 5 ans plus tard, j'ai peut-être doublé mon capital dessus et que je me rends compte que par rapport à mon coût d'acquisition, j'ai peut-être déjà un rendement de 20%. Par rapport à mon prix d'acquisition, ici, j'ai un rendement de 20% par rapport au bénéfice net en date d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je me pressais à acter ma plus-value? Je ne comprends pas. Vous voyez? Donc faites attention également. Tant que les perspectives d'avenir sont correctes et que l'entreprise ne se négocie pas à des niveaux de valorisation irraisonnables, d'accord? Irraisonnable pour moi, c'est quand on va déjà aux alentours de, voilà, dépendamment du secteur d'activité, d'accord? Parce que si on est dans le secteur de la construction, on voit 20 fois les bénéfices, 15 fois 25 fois les bénéfices et qu'on est sur un cycle haut, faites très très attention par rapport à ça. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.